Merci de nous rejoindre sur Convainc-moi. Victoire sans appel de Patrice Talon au premier tour de la présidentielle. Au Bénin, le chef de l'État et sa colistière ont obtenu 86,36% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 50,17%. Un chaos historique, et bien sûr, selon plusieurs partisans du chef de l'État qui l'ont souhaité. Ça a été d'abord l'objectif du président Patrice Talon réussi par un chaos. Eh bien, c'est fait. Que dit de ces résultats, des chiffres sortis des urnes et surtout de la polémique autour de la participation, puisque la plateforme de la société civile annonçait donc un taux de 26, quelques pourcentages, et bien sûr un taux qui n'a pas été confirmé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, qui parle donc de 50,17%. Comment expliquer et bien sûr ce déphasage de chiffres au niveau donc de ces structures? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce quinquennat, de ce nouveau quinquennat pour Patrice Athanase Guillaume Talon? Quels sont les chantiers et bien sûr quelles sont les attentes du peuple aussi? Pour donc en parler et faire l'analyse, nous sommes avec Valère Goubali. Valère Goubali, le chevalier de l'Ordre national du Bénin, ingénieur en énergétique, économiste, gestionnaire, professeur certifié de froid et climatisation et premier vice-président du réseau des ambassadeurs du Bénin révélé. Monsieur Goubali, merci. Bonjour d'abord. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Je salue les radios et téléspectateurs de DEN-TV et de Diaspora FM. Alors, vous allez donc opiner sur l'actualité politique qui est caractérisée maintenant par l'élection du chef de l'État, brillante élection, un chaos historique. Voilà donc les expressions, les qualificatifs utilisés surtout depuis hier par les partisans du chef de l'État qui célèbrent la victoire du président Patrice Talon pour un second mandat. Vos premières réactions? Merci. C'est un sentiment de fierté, une joie partagée par tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La victoire, pour ne pas dire le chaos, vous avez parlé de chaos retentissant, je parlerai d'un chaos assourdissant. Ce chaos-là est la manifestation d'un résultat, d'un mandat réussi du chef de l'État. Vous voyez, lorsque en 5 ans, vous arrivez à bouger les lignes, vous arrivez à avoir le courage de faire ce qui n'a pu être fait en 55 ans. Je ne voudrais pas aller dans les détails pour ne pas empiéter sur le temps de l'émission. Mais lorsqu'en 5 ans, vous avez fait l'essentiel, vous avez apporté de l'eau aux populations en 5 ans, ce qu'ils n'avaient pas hier. Vous avez apporté l'énergie électrique en continu et de qualité à la population, seulement en 5 ans. En 5 ans, vous avez construit plus de routes qui n'ont pas été construites avant. Vous ne pouvez qu'avoir le résultat que nous avons tous observé. Je voudrais donc dire que c'est un satisfait général qui est dû au résultat probant obtenu par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour son premier mandat. Voilà, c'est sans surprise. Alors, un chaos donc sans surprise, 86,36%. Aujourd'hui, c'est un défi relevé donc par le chef de l'État et également donc ses partisans qui ont donc mouillé le maillot donc pour cette brillante rédaction du chef de l'État. Mais tout à l'heure, vous parlez du chaos retentissant, assourdissant, les chiffres effectivement et bien sûr l'attestent, mais on n'a quand même pas senti cette fièvre-là. L'engouement là de ces Béninois ce jour, parce que dans plusieurs localités, selon donc les reporters que nous avons déployés, on a senti quand même un démarrage timide des votes. Aujourd'hui, on parle de 50,17% de participation selon la Sénat. Oui, merci. Je ne sais pas où vous avez envoyé vos reporters. Je ne sais pas s'il y en a eu qui ont pris part mon département natal, le Zoo. Et nous, on a travaillé. On a fait un travail de fond depuis plusieurs mois dans le zoo pour démontrer au président Patrice Talon qu'il est chez lui quand il vient au zoo, comme partout au Bénin. Mais la fièvre électorale, la fête de la démocratie a eu lieu dans le zoo. Quand vous allez à Gbanizou,
c'est 83% de taux de participation, je vous dis. Je ne sais pas si vos reporters ont fait un tour à Sapota. Mais le sous-sol ne représente pas le Bénin. Le Je Bénin, c'est 12 départements. Oui, je me permets d'opiner sur ce que j'ai vu. Très bien. Et on peut aussi opiner sur les chiffres qui sont sortis des autres départements. Il y a des départements, il y a des zones du pays où le taux de participation est relativement bas. Mais ce qui est présenté par la Sénat et qui devrait être compris par tous n'est qu'une moyenne nationale. Lorsque vous envoyez votre caméra dans une zone où les gens ne sont pas suffisamment sortis, ces zones-là existent dans le pays. Mais il y a par contre d'autres zones. Quand vous allez à Soava, aux Agégué, c'est près de 100% des populations qui ont voté. Je ne sais pas si vous avez l'information. Mais j'ai parlé de Akbans ou j'ai parlé de Zapota. Vous ne la donnez pas. Nous Voilà. l'avons avant vous. Vous avez eu l'information, c'est presque 100%. J'ai parlé d'Akbans ou j'ai parlé de Zapota. Ne me demandez pas de vous parler d'Abomey, de Zobodomé. Les 9 communes du Zou que moi j'ai vues sont sorties massivement et vous sentez... Alors aujourd'hui, le oui, débat n'est pas relatif à nous, journalistes. Oui. La société civile a parlé de la plateforme électorale de la société civile qui parle de un peu moins de 27%. La Sénat donne les chiffres officiels. Aujourd'hui, on ne les conteste pas, mais on s'interroge simplement. On ne les conteste pas, 50,17%. Comment cela peut t'expliquer? Vous avez parlé de société civile qui évoque un pourcentage de moins de 27%. Et moi, vous savez, j'ai travaillé dans plusieurs réseaux de militants qui ont œuvré pour la victoire du Dio Talon Talata. Et dans nos fonctions, dans nos activités, dans notre plan d'action, nous avons quadrillé les bureaux de vote de nos départements respectifs. Et moi, particulièrement, j'ai travaillé dans un réseau d'enseignants, puisque Patrice Talon a décidé de porter l'enseignant au pouvoir. Je salue au passage notre marraine, Madame Tchabi Talata, qui est aujourd'hui en passe d'être installée comme vice-présidente de la République. Elle est enseignante de profession. Et donc, tous les enseignants du Bénin se sont mobilisés dans un cercle d'action pour la victoire du Dio Talon Talata qui s'appelle KEV Dio Talon Talata. Mais nous avons quadrillé tous les bureaux de vote, moi particulièrement dans le Zou. Et je ne suis pas allé, puisque quand nous travaillons dans un bureau de vote, nous vérifions les mandats des représentants des institutions qui étaient là. Mais moi j'ai vu dans le Zou, j'ai vu représenter la Cour constitutionnelle, représentée par des envoyés de la Cour constitutionnelle qui avaient leur mandat. J'ai vu ceux des droits de l'homme sur le terrain. J'ai vu les représentants des partis politiques, naturellement, et les représentants des candidats. Mais dans nombre de bureaux, je n'ai pas vu de représentants de cette plateforme. Donc, je présume, j'estime qu'ils ont certainement fait un tour sur le terrain, mais je présume qu'ils ont agi sur un échantillonnage qui, du reste, ne pourrait donner des chiffres acceptables. Quant à la Sénat, d'abord, elle en a la compétence, puisqu'il y a deux structures compétentes. Ça discrédite alors cette société civile si tel est le cas, parce qu'il ne faut pas avancer, des chiffres ont été avancés officiellement. Je présume que c'est sur un échantillonnage qu'ils ont travaillé, parce que, vous voyez les résultats de la Sénat, je disais tantôt que la Sénat est compétente pour le faire, parce que c'est la loi qui dispose que la Sénat... C'est l'organe en charge de l'organisation et qui donne les résultats provisoires. Après la Sénat, il y a la Cour constitutionnelle. Nous parlons d'élection présidentielle. Il s'agit de la Cour constitutionnelle qui donnera, après avoir étudié les recours, les éventuels recours des candidats, la Cour constitutionnelle donnera les résultats définitifs. C'est les deux institutions réglementairement connues et compétentes, qualifiées pour donner les résultats de l'élection présidentielle. Pas la plateforme de la société civile que vous évoquez. Mais revenons donc à la Sénat. La Sénat a donné ses résultats centre de vote par centre de vote, bureau de vote par bureau de vote. Dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque arrondissement, dans chaque commune, dans chaque département et dans tout le pays. Je voudrais que les représentants de la société civile viennent aussi sur les plateaux de télévision sortir les chiffres par village, par quartier, afin que de la contradiction des échanges, la lumière puisse jaillir. J'aurais aimé qu'un représentant de cette société civile puisse être devant moi ici, sur ce plateau, et qu'il sorte les chiffres. Moi, je dispose, j'ai avec moi ici tous les chiffres par quartier, par village, par arrondissement de la Sénat. Tout le monde là d'ailleurs, parce que ça a circulé sur les réseaux, tout le monde là. Je voudrais qu'eux aussi publient leurs chiffres.
Ils évoquent 27%, ça nous dit combien on a eu à Lissaison, dans mon village natal. Ils nous évoquent 26%, ça dit combien on a eu à Zanyalando. Or, nous, on était sur le terrain, on a même pris en photo le dépouillement, le tableau de dépouillement, on les a pris en photo dans tout le zoo. Les enseignants se sont mobilisés, on l'a fait, et ça existe sur nos téléphones. Et on peut confronter, lorsqu'ils vont sortir des chiffres qui ne seront pas réels. Nous, on a même les preuves tangibles à soumettre pour les confondre. Donc, c'est de la distraction. C'est de la distraction. C'est de la distraction que d'évoquer un pourcentage. Et je dis bien, ça doit être sur un échantillonnage. Parce que les bureaux de vote que moi j'ai parcouru dans le zoo, que j'ai fait parcourir par les collègues enseignants que j'ai coordonnés dans le zoo, n'ont pas vu la présence effective. Mais ça reste une estimation. De cette société. De toute façon, ça reste une estimation puisque c'est la Sénat qui donne les résultats officiels. Les résultats provisoirement officiels sont donnés par la Sénat. Et les regards sont tournés maintenant vers la Cour constitutionnelle qui a compétence à confirmer ou infirmer les résultats de la Sénat parce que le contentieux électoral, lorsqu'il s'agit des élections présidentielles, le juge du contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Il se peut que les candidats qui n'ont pas pu passer le cap fassent des recours. Cela est constitutionnellement accepté et disposé par la Constitution. Donc, on attend, il y a un temps pour les recours. Après les recours, même la société civile, elle n'a qu'à aussi faire des recours. Et la Cour constitutionnelle, l'organe chargé de les étudier, va faire ses études et sortir les résultats définitifs. Mais pour ce que nous on a vu sur le terrain, nous ne sommes pas des gens qui sont restés dans un bureau pour évoquer des chiffres. Nous venons du terrain. Nous avons mouillé les maillots au sein du réseau des ambassadeurs du Bénin révélés. Nous avons mouillé les maillots au sein des organisations d'enseignants sur toute l'étendue du territoire qui se sont mobilisés pour soutenir l'enseignante devenue aujourd'hui vice-présidente de la République. Ayant mouillé les maillots de cette manière, nous savons ce qui est sorti des urnes. Et nous nous sommes mobilisés aussi en parallèle et indépendamment de la Sénat. Nous avons pu faire aussi notre compilation des résultats. Parce que notre organisation a permis d'avoir les résultats par commune, par département. Et nous avons fait notre compilation. Et plusieurs structures, comme la nôtre, ont aussi fait des compilations à leur niveau. Lesquelles structures ont fait publier ces chiffres, qui ne sont pas des résultats. Je le dis parce que quand vous publiez des chiffres sortis des urnes, ce n'est pas des résultats. Parce qu'en matière électorale, il y a le code électoral qui a des dispositions. Vous voyez, ce qui est sorti de façon brute des urnes n'est pas forcément ce qui est réglementaire. Parfois, pour des raisons données, on annule des voix. Parce qu'on a constaté que des PV auraient été surchargés, des erreurs auraient été commises par les agents à divers niveaux. Il y a des voix que la Sénat comme la Cour constitutionnelle peuvent annuler. Donc, quand nous prenons les chiffres sortis des urnes, nous considérons que c'est des chiffres bruts. On n'arrive pas à dire que c'est des résultats. Mais nous, les résultats ont circulé sur les réseaux sociaux. La Sénat, en réalité, n'a pas dit grand chose. La Sénat n'a fait que confirmer ce que tous les Béninois savaient. Très bien. Du coup, c'est plutôt les déclarations de cette société civile qui fait de l'étonnement et qui nous amène à la distraction, ce que nous voulons éviter. Très bien. Alors, un chaos assourdissant, retentissant, oui, je l'assume, qui est intervenu dans un contexte d'une certaine tension autour du scrutin, même si ça s'est passé finalement ce dimanche dans la paix. On sait que c'est dans une certaine région, par exemple à Tiao, que le vote n'a pas eu lieu, mais dans le reste du territoire national, ça s'est déroulé dans la paix. Alors, on sait tout ce qu'il y a eu autour de cette élection, avant cette élection, des candidats recalés pour défaut de parrainage, le débat qui était devenu très tendu. On parle de l'actualité qui entre-temps a été dominée par la prorogation du mandat du chef de l'État, l'opposition radicale fait, mais qui n'était pas d'accord et tout. Maintenant, on a eu un chaos assourdissant. Comme vous le dites, Patrice Talon et toute la rupture aujourd'hui en est d'ailleurs fier. D'accord. Alors, maintenant, que dites-vous, avant donc de parler des attentes, que dites-vous de ces vidéos qui ont circulé et qui ont d'ailleurs amené plusieurs membres du gouvernement à réagir de fraude électorale qui ont circulé? Quelle est votre lecture de cette actualité aussi? Merci, mais avant d'aborder
le sujet des vidéos. Vous avez évoqué les conditions de tension entre griffes qui ont prévalu surtout avant les élections. Vous semblez ne pas me permettre d'opiner là-dessus. C'est du passé. Je vous prie de comprendre que nous sommes en Parce que ces conditions ou cette tension je les comprends. Ont contribué malheureusement ou heureusement la seule chose qui est à regretter, c'est les violences qui ont caractérisé ces expressions d'une partie de la population. Vous savez, notre pays est en pleine mutation. Notre pays est en réforme générale au plan institutionnel et politique. Et ces réformes, c'est pour un lendemain meilleur. Mais vous savez, l'être humain est naturellement conservateur. Et la théorie de la résistance au changement, ce n'est pas moi qui la développe ici, c'est une théorie universelle. Nous sommes naturellement hostiles à des changements majeurs dans notre vie. Même quand ces changements sont disposés par la loi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au Bénin, il est interdit d'utiliser les sachets plastiques pour le commerce et l'usage des sachets plastiques. Il y a une loi qui a été récemment votée et qui est exécutoire, rendue déjà exécutoire, et qui interdit l'utilisation des sachets plastiques. Mais nous, êtres humains, béninois, moi-même y compris, ayant déjà pris l'habitude sur plusieurs années d'utiliser les sachets plastiques parce qu'on trouve que c'est pratique et moins cher, moins coûteux, mais on a continué aisément, allègrement de l'utiliser. Nous résistons sans le savoir. Nous avons du mal à nous adapter. Nous résistons sans le savoir à ce changement qui est là en cours. Et c'est à l'heure de la répression qu'on va commencer par comprendre qu'il y aura des frustrations, mais à un moment donné, tout le monde va s'aligner. Parce que c'est pour notre bonheur, c'est pour respirer de l'air pur, c'est pour l'environnement. C'est ainsi que, quand vous venez au plan institutionnel et politique, les nouvelles lois qui sont votées, c'est normal que, être humain que nous sommes, nous soyons résistants. Nous résistons parce qu'on dit, mais avant là, ce n'est pas ce qu'on faisait. Avant là, si je me lève avec mes femmes, mes enfants, et avec quelques amis, je peux créer un parti. Je me mets en costume, je deviens président, monsieur le président. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible pour avoir un parti politique aujourd'hui, mais il faut être représentatif dans tous les départements et dans toutes les communes. C'est un changement qui n'a pas plu à tout le monde. À ceux qui, parce qu'ils ont quelques millions en poche, ils ont quelques amis à appeler dans une salle de conférence, ils ont déjà créé leur parti, et qui sont chefs de parti, qui font le président en agbada ou en costume. Aujourd'hui, on leur dit non, vous ne pouvez pas, nous voulons de grands rassemblements. C'est normal qu'il y ait des frustrations, c'est normal qu'il y ait des contradictions. Et c'est de la contradiction que j'ai eu la lumière. C'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis, les résistances à la mutation qui est en cours dans notre pays sont normales. C'est la violence qui a caractérisé quelques parties de la population en termes d'expression de cette contradiction qui est regrettable. Sinon, que le président Baptiste Talon... Mais est-ce qu'autour de ces réformes, c'est juste des difficultés d'adaptation qui expliquent ces résistances? Oui, parce qu'on est sur un terrain politique très sensible. En dehors des difficultés d'adaptation, il y a des carences d'ordre stratégique au niveau de cette partie de l'opposition qui se dit radicale. Carence stratégique du moment où vous décidez de faire la politique de la chaise vide. On vous invite au dialogue, vous refusez. Il y a les échéances. Est-ce que l'invitation n'avait pas été sélective? Elle ne l'a pas été, puisqu'on a dit à tous les partis politiques... Puisque c'était des partis qui avaient donc une existence légale qui ont été invités. Mais on ne fait pas un dialogue politique avec les femmes du marché. Alors, si un problème se posait, pourquoi ne pas ouvrir l'invitation à tous? Parce que les partis qui avaient l'existence légale ne posaient plus de problème en ce moment. Il y avait les autres dont USL restaurait l'espoir, qui avaient encore des soucis. Pourquoi le dialogue ne s'était pas ouvert à tous ces acteurs? Je vous en prie. Il s'agit d'un dialogue politique. Est-ce qu'on s'entend sur ça? Bien. Les structures légales chargées d'animer la vie politique d'un pays, c'est les partis politiques. Ce n'est pas les individus. Vous avez parlé de l'USL. L'USL n'est pas un parti politique au Bénin aujourd'hui. Vous avez parlé d'un autre parti. Au fait, lorsque vous voulez participer au dialogue politique, il faut vous constituer en parti. Est-ce qu'en ce moment, ce dialogue, est-ce que si on l'ouvrait aux acteurs politiques et non seulement aux partis politiques ayant une existence légale, est-ce qu'on l'avait ouvert aux autres acteurs politiques, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu avancer mieux qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a encore l'impression qu'il y a toujours cette opposition
radical, toujours qui a une position tranchée contre les réformes, même si tout le monde est d'accord sur le bien fondé des réformes et l'urgence d'aller aux réformes. Et le dialogue n'aurait pas dû avoir lieu si cela a été organisé comme vous le présentez. Vous parlez des acteurs politiques. Encore faut-il définir le concept d'acteur politique. Moi, Valère Goubaly, je suis un acteur politique et pas des moindres. Je voudrais aussi être invité. Quand bien même, je suis membre d'un parti, l'Union progressiste. Mais quand vous dites que le dialogue est ouvert aux acteurs politiques, il n'y a pas de salle au Bénin pour contenir tous les acteurs politiques du pays. En toute chose, il y a la question de la représentation. Il y a la question de la représentation. Il y en a qui ont une certaine expérience politique avérée dont on ne discute pas. Vous donnez-moi des exemples. Non, mais c'est vous qui répondez aux questions ici. D'accord. Des personnes qui ont eu un parcours. Puisque moi aussi, je crois avoir, et je connais des milliers de Béninois qui ont eu un parcours politique avéré. Et qui ne peuvent pas tous être conviés à un dialogue politique parce que ce n'est pas opérationnel de remplir une salle de monde, de foule, pour dire qu'on veut faire un dialogue. Il y a la question de la représentation en toutes choses. Quand vous allez chez les travailleurs de la fonction publique ou même dans le secteur privé, il y a les syndicats qui représentent les travailleurs. Quand on veut dialoguer avec les travailleurs, c'est leurs représentants qu'on rencontre. Et en matière politique, c'est les partis politiques qui sont les structures qui permettent d'animer la vie politique. Et c'est à eux qu'on s'adresse quand on fait un dialogue politique. On peut dire non, on veut faire un dialogue social. C'est autre chose. Mais un dialogue politique, c'est avec les acteurs politiques et les acteurs politiques se retrouvent au sein des partis politiques régulièrement disposés par la loi. Donc il n'y a pas de souci. Et ils ont manqué de stratégie. Ils ont évité. Donc ils se sont refusés. Selon vous. Oui, ils ont manqué de stratégie. Ils se sont refusés de participer aux élections. Et ça a fait qu'au bout du fil, ils n'ont pas rempli les conditions qu'il faut pour avoir le nombre de parrains qu'il faut. Mais je vous dis et je répète, le président Patrice Talon a besoin de contradicteurs pour mieux gérer le pays. Ces opposants qui parlent et qui s'expriment, je le souhaite sans violence. Mais aujourd'hui, cette contradiction existe ou elle n'existe pas? Je dis que l'opposition existe. La preuve, les deux partis de l'opposition réunis ont pu avoir environ 15%, 14 à 15% du suffrage des Béninois. RLC est-il un parti d'opposition ou cette dynamique? Oui, il y a parce que nous savons qu'il y a l'opposition et un de la mouvance. Et ils ont pu avoir environ 15% de l'électorat, c'est important. 15 Béninois sur 100 n'ont pas porté leur choix sur Patrice Talon. Ceux-là sont dans le pays et Patrice Talon a besoin d'eux pour diriger le pays parce qu'il a besoin de les écouter. Ils ont des aspirations. Ils sont aussi un projet dans lequel il y a certainement quelque chose qui pourrait compléter le nôtre. Du coup, on a besoin d'eux. Revenant sur les vidéos qui ont circulé et qui font état de fraude ou de simulation de fraude. Je ne suis pas juge. Je ne voudrais pas affabuler non plus. Mais je voudrais faire remarquer que c'est la première fois de mon vivant que je vois des voleurs, fraudeurs, en pleine opération de vol, se faire filmer. Moi, je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas si c'est imaginable que quelqu'un qui soit en train de frauder en de manière plus ou moins flagrante, c'est un flagrant délit. Accepte d'être filmé, et sachant bien que quand aujourd'hui quelqu'un a une petite vidéo, c'est que tout le Bénin est déjà informé. Cela me paraît absurde. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et du coup, moi, je ne saurais parler de fraude au vu de ces images-là, mais je suis sur la piste de la simulation de fraude. Et comme l'a dit le ministre de la Justice, le ministre porte-parole du gouvernement, comme ils l'ont dit, les procureurs respectifs ont été saisis afin que la lumière soit faite. Si effectivement, il y a des fraudeurs, le président Patrice Talon n'a jamais demandé à un militant, vous l'avez écouté, il est passé dans tous les départements et dans plusieurs communes du pays, il n'a jamais invité ces militants à faire de la fraude. Si effectivement certains se sont laissés aller à des actes de déviance majeurs, et ils vont répondre. Mais je vois plus une simulation de fraude parce que aucun voleur ne se laisse filmer visiblement de cette sorte
pendant qu'il est en pleine opération de vol. C'est absurde, et ça me paraît irréaliste. En tout cas, c'est comme les ministres sont sortis, l'ont dit, et que les procureurs sont instruits, on attend quand même la lumière sur donc, cette affaire. Absolument. Alors, M. Valais Goubali, du réseau des ambassadeurs du Bénin révélé, Oui. Alors, que dites-vous maintenant? Quelles sont les attentes par rapport à ce nouveau quinquennat? Patrice Talon qui sera investi le 23 mai prochain, et donc qui va donc redéployer encore beaucoup d'énergie pour la suite, encore qu'il a fait beaucoup d'autres promesses aussi pour le second mandat et à promettre la priorité aussi sur la jeunesse. Il a dit à plusieurs reprises l'éducation, la jeunesse et autres. Alors, quelles sont les attentes maintenant que vous, en tant qu'ambassadeur du Bénin révélé, de la rupture, militant de la rupture, acteur politique, quelles sont vos attentes? Merci. Vous avez abordé un sujet très important. La gestion de la victoire, la gestion du mandat qui va démarrer le 23 mai prochain. Vous savez, à la différence des deux autres duos qui ont aussi candidaté pour les élections présidentielles du 11 avril, le duo Talon-Talata avait à vendre beaucoup plus son premier mandat, les résultats de son premier mandat de 5 ans, que les promesses de l'avenir. Vous savez, les promesses électorales ont été quelque peu galvaudées dans notre pays, au point où un célébricisme, acteur politique, comme vous aimez bien le dire, est allé jusqu'à dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et pendant qu'il l'a dit, bien après, lui-même, il est revenu plusieurs fois sur la scène politique électorale et fait d'autres promesses. Du coup, nous, dans notre stratégie en tant qu'ambassadeur du Bénin révélé, et nous l'avons commencé beaucoup plus tôt, c'est d'envoyer nos projecteurs sur les actions de développement du chef de l'État. Et on l'a fait suffisamment. Et d'éviter qu'il y ait de l'intoxication inutile, qu'il y ait de la désinformation. On l'a préparé de longue date. Et nous nous sommes permis donc de vendre un bilan. Et c'est ce bilan qui a justifié le résultat qu'on a obtenu. C'est pour dire que le mandat qui vient doit être celui de la continuité. La population, le peuple béninois a observé le président Patrice Talon. Le peuple l'a vu diriger le pays pendant 5 ans. Et à 86%, le peuple lui a dit bravo, continue comme ça. Ça doit être donc la continuité. La continuité dans les travaux d'asphaltage, la continuité dans les grands chantiers ouverts, les grands marchés en construction, les stades en construction, les hôpitaux en construction, les recrutements en cours et à venir des jeunes dans l'emploi, les réformes dans le numérique. Aujourd'hui, en 3 heures du temps, vous pouvez créer votre entreprise si vous êtes un jeune diplômé et qui est désiré, qui a un projet. Si vous avez un projet d'entreprise, aujourd'hui, en 3 heures du temps, vous pouvez créer votre entreprise en ligne et avoir votre registre de commerce en restant chez vous, en restant dans votre bureau ou à la maison. Ça, c'est de la dématérialisation qui était un point phare du programme d'action 2016-2021 et qui mérite d'être généralisé à tous les secteurs. Aujourd'hui, quand vous venez dans le secteur de l'éducation, surtout dans le sous-secteur des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, mais on a mis fin à la fraude en tablant sur le numérique. Vous connaissez bien le logiciel, la plateforme EducMaster dans le secondaire qui a assaini le monde scolaire et a annulé les cas de fraude. Donc, c'est ces actions phares qui ont plu aux Béninois, qui ont opté pour ça, 86%, qu'il faille continuer, qu'il faille amplifier au niveau donc du second mandat. Revenant sur le secteur de l'éducation, qui est le secteur que je connais le mieux, pour y avoir travaillé depuis une vingtaine d'années, le chef de l'État a fait un diagnostic important. Le diagnostic est quoi? Le chef de l'État, par ses actions, par les grands chantiers ouverts, soit dans le numérique, soit dans les infrastructures, soit dans les soins et ailleurs, a constaté que on a besoin, il y a des structures qui travaillent dans ces domaines-là, qui ont besoin d'employer les jeunes béninois,
mais qui ne retrouvent pas au sein de la jeunesse les profils recherchés. J'ai vu à Porto-Novo, où je travaille, sur les chantiers de l'asphaltage dans la ville de Porto-Novo, mais j'ai vu des Nigériens qui sont recrutés pour conduire les engins lourds pour les travaux de l'asphaltage. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, on n'a pas suffisamment de jeunes ou de demandeurs d'emploi compétents, sachant conduire les engins lourds. Et qu'est-ce que le chef de l'État a fait faire dans ce sens? Vous voyez, on veut faire développer la fibre optique au Bénin, du nord au sud et un peu partout dans le pays. Mais on veut recruter des gens capables, des ingénieurs capables de travailler sur les fibres optiques. On n'en a pas trouvé. Le chef de l'État a créé l'école des métiers du numérique, qui est fonctionnelle, et des jeunes à profil requis, à compétences bien évaluées et bien sélectionnées, sont envoyés dans cette école pour se former, afin que pour les ambitions du chef de l'État en termes du numérique, on n'aille pas importer de la main d'œuvre chaque fois. Donc des jeunes sont en formation dans l'école des métiers du numérique. Pareil pour ce que je viens de dire. Pour faire les routes, le chef de l'État dit je vais faire des milliers de kilomètres de routes. Mais le faire, c'est employer les jeunes béninois. Mais il dit je ne veux pas importer la main d'œuvre pour réaliser ces ouvrages-là. Vous voyez, vous allez chez moi à Boycon, dans Sorokomen, il y a un lycée thématique qui va émerger et qui va voir le jour. Le financement est bouclé. C'est un projet qui s'en occupe, le projet Défi Pro, qui s'en occupe, où c'est un lycée de bâtiments, travaux publics et de conduite d'engins lourds. Lycée thématique parce que le lycée ne fera que ça. Les autres lycées, ils font un peu de tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique des lycées thématiques où les préoccupations, les filières porteuses qui font l'objet de la demande sur le terrain, sur le marché de l'emploi, vont être développées dans des lycées qui auront pour thème seulement cette filière-là. Donc, à Sorokomen, le domaine, la mairie a déjà accordé le domaine de plusieurs États qui est là. Et les travaux de construction vont démarrer. Et d'ici quelques années, nous allons voir ce lycée-là qui va apprendre à nos jeunes comment on conduit les bulldozers, comment on conduit les niveleuses. Moi, j'ai un grand frère qui travaille dans l'intermédiation en termes d'emploi entre les employeurs et les employés. Et il y a une structure qui veut faire du concassage de granit dans la zone de Dan, dans la commune de Djidja, et qui lui a demandé de lui recruter des gens capables de conduire les engins pour casser les granites, pour les ramollir et les travailler. Mais il en a cherché, il est venu me voir, mon frère, trouve-moi déjà. On n'en a pas trouvé. Donc il y a tout le monde dans lequel il manque de merci. Pendant qu'on est en train de dire les jeunes n'ont pas de l'emploi, mais il y a des emplois offerts en grand nombre, mais qui ne trouvent pas de répondants, qui ne trouvent pas de candidats au sein de la jeunesse. Donc le formation de la jeunesse, ça interpelle tout le système éducatif, la formation aussi reçue dans nos universités. Oui. Voilà. Ça interpelle le système éducatif. Exactement, c'est pourquoi le diagnostic qui est établi par le gouvernement en place a montré que nous formons beaucoup plus pour le chômage que pour les emplois. Parce que nous savons ce que veut le terrain de l'emploi. Nous savons ce que veulent les entreprises. Les types de jeunes que les entreprises entendent recruter, nous les connaissons. Mais nous faisons beaucoup plus de formation en philosophie, en géographie, où sur le terrain, ils ne peuvent être que des enseignants. Or, le nombre d'enseignants dont on a besoin pour diriger le pays, c'est un nombre limité. Voilà. Donc, il faut développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Voilà. Et le chef de l'État l'a suffisamment expliqué pendant la campagne. Et c'est ça qui va apprendre à nos jeunes d'être à la sortie, même déjà au niveau CAP, c'est-à-dire l'équivalent du BPC. Il y a des jeunes qui, déjà dans les vacances, commencent par cahier leur vie en faisant de petits travaux d'électricité. Moi, j'ai eu un neveu à moi qui a fait génie civil, mais dès lors qu'il a fini son bac, avant même d'aller à l'université à la maison, c'est lui qui me faisait de petits plans quand je veux faire une construction. C'est lui qui me faisait des propositions de réaménagement de la maison, de comment il faut le faire. Et il est prêt à assister. J'en ai un autre en électricité. À la maison, c'est lui qui change les ampoules, qui règle tous les problèmes. Pour vous, c'est des chantiers importants. Très important. Il faut maintenant former pour l'emploi et non pour le chômage. Et le chef de l'État l'a suffisamment développé. Ce projet, moi je lui demande, je suis un acteur du système et je travaille aussi pour la mise en œuvre du projet. Actuellement, là où nous sommes, il y a 150 élèves gestionnaires des établissements d'enseignement technique et professionnel qui sont en formation dans mon école.
dans l'école de formation des personnels d'encadrement et d'éducation nationale où je suis chef de service suivi. Vous savez, et on a pris 150 personnes pour leur donner une formation qui leur permettra de diriger les lycées de l'avenir, de diriger les centres de formation professionnelle qu'on entend créer. On est en train d'anticiper maintenant. Pendant que je vous parle, on a recruté 60 professeurs certifiés de l'enseignement technique qui sont en formation en France. On aura le temps de revenir donc, sur les défis en termes de formation de la jeunesse. Merci, M. Valère Goubaly. Maintenant, juste un mot, d'accord, pour conclure cet entretien. Merci, je vous dis merci. Je remercie aussi tous les ambassadeurs du Bénin répartis sur toute l'étendue du territoire national et qui ont travaillé jusque-là. Je leur dis merci et je leur dis félicitations, notamment au président du réseau, Victor Ablessou, que je salue et que je lui dis, il a montré qu'aucun sacrifice n'est de trop pour arriver à ce résultat. Nous avons eu le résultat, je lui dis merci. Je dis merci aussi à notre marraine, nous les enseignants, Madame Tchabi Talata, je lui dis félicitations. Et je remercie le président Talon pour avoir porté les enseignants au pouvoir. Les enseignants dans tout le pays, quand les enseignants prennent quelque chose, vous voyez, le métier de l'enseignant, c'est un métier chirurgical. Nous sommes dans la méthode. Et quand les enseignants se sont mobilisés dans tout le pays, à travers le KEV du Haut-Talon Talata, pour soutenir notre marraine, qui est Mme Tchabi Talata, qui est aujourd'hui en passe d'être installée au poste de premier vice-président de la République, quand les enseignants sont associés à une entreprise, quand les enseignants se lèvent dans tout le pays pour accompagner un processus, voilà le résultat que ça donne. Le chaos est assourdissant. Merci. Un chaos donc assourdissant, vous l'avez répété donc à plusieurs reprises au cours de cette émission. Vous êtes revenu donc sur les goulots d'étranglement autour donc des réformes politiques qui expliquent aujourd'hui cette intention, et bien sûr c'est de la classe politique pour vous, et bien sûr pour la poursuite, ou bien sûr ce mandat, il faut donc la poursuite dans la continuité, les grands chantiers. Vous avez surtout donc insisté sur la formation de la jeunesse, la refondation du système éducatif. Je répète encore, votre phrase est formée pour l'emploi et non pour le chômage. Vous avez donc invité le chef de l'État surtout donc, à concentrer ses énergies, et bien sûr, dans ce chantier. Merci à vous, M. Valère Goubaly, premier vice-président du réseau des ambassadeurs du Bénin. Révélé.